Je m'appelle Aveline, j'ai 25 ans. À cet instant précis, debout dans la salle à manger de mon enfance, mon master de droit de la Sorbonne, tenu fermement dans une main, semblait n'être qu'un morceau de papier sans valeur, un accessoire inutile dans la tragédie qui se jouait. Tous les regards, ceux de mes parents, Hervé et Martine Lemoine, n'étaient pas fixés sur ce diplôme pour lequel j'avais sacrifié des nuits entières, des week-ends, une partie de ma jeunesse. Non. Leurs yeux étaient rivés, comme des aimants attirés par le pôle de la honte, sur le ventre arrondi que ma robe d'été ne pouvait plus décemment dissimuler. J'étais enceinte de 5 mois. Le dîner de retrouvailles, celui que j'avais tant appréhendé et préparé mentalement, venait de se transformer en un procès silencieux et glacial. Un procès où le verdict avait été rendu bien avant que l'accusé, moi, puisse prononcer le moindre mot pour sa défense. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Le rôti de porc, autrefois l'odeur réconfortante de mes dimanches d'enfance, refroidissait tristement dans son plat. Mon père, un homme dont la vie entière avait été une longue et angoissante performance pour maintenir les apparences, pour ne jamais faire de vagues, a brisé le silence. Pas avec une question. Pas avec une once d'inquiétude dans la voix. Mais avec un coup de poing sec et violent sur la vieille table en chêne, faisant sursauter les verres et teinter l'argenterie. « Tu es une honte », a-t-il hurlé, son visage habituellement pâle congestionné par une rage que je ne lui avais jamais connue. Ses yeux, d'habitude fuyants et incertains, me transperçaient d'une haine pure. Une honte pour cette famille. Après tous les sacrifices qu'on a faits pour tes études, voilà comment tu nous remercies. Tu n'es plus la bienvenue ici. Fous le camp de ma maison. Chaque mot était un éclat de verre projeté au visage. Blessant. Irrévocable. J'ai cherché désespérément un secours dans le regard de ma mère. En vain. Je n'y ai trouvé qu'un mur de glace, une déception si froide qu'elle me brûlait l'âme. Sa voix, tranchante et dénuée de toute émotion maternelle, a porté le coup de grâce. Ton père a raison. Tu as choisi l'échec, Aveline. Tu as ruiné ta vie et, par la même occasion, notre réputation dans cette ville. Alors maintenant, assume. Va dormir dehors. Dehors. Le mot résonnait dans le vide de mon esprit. Dehors, c'était la rue, le froid, l'inconnu. J'étais leur fille. Leur unique fille à avoir quitté le nid pour conquérir la capitale, à avoir réussi au-delà de leurs espérances les plus folles. Mais à cet instant, je n'étais plus rien. Juste une erreur, une tache indélébile sur le tableau immaculé de leur respectabilité provinciale. Mais, attendez, je voulais vous expliquer. Ai-je balbutié, la voix brisée par un sanglot que je tentais de ravaler. Il n'y a rien à expliquer, a coupé mon père, se levant, menaçant. On voit très bien le résultat. Tu nous as trahis. Tu as trahi tout ce qu'on t'a appris. Maintenant, sors. La porte d'entrée s'est refermée derrière moi avec un claquement sec, final. Le son de mon bannissement. Je me tenais sur le trottoir de la rue où j'avais appris à faire du vélo, ma valise à mes pieds, mon diplôme à la main. J'étais officiellement une sans-abri. La brise fraîche de la soirée normande me glaçait le visage, mais c'était à l'intérieur que je ressentais le plus grand froid. Le froid du rejet absolu, de l'abandon le plus total par son propre sang. C'est mon histoire. Une histoire de trahison familiale, de chute brutale, mais aussi, et c'est ce que vous allez découvrir, une histoire de justice et de renaissance inattendue. Avant de vous raconter comment j'en suis arrivé là, et surtout, comment j'ai survécu à cette nuit et à ce qui a suivi, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Cela me fait sentir moins seul de savoir que nous partageons ce moment ensemble. Et si, comme moi, vous vous êtes déjà senti rejeté ou trahi par ceux qui étaient censés vous aimer le plus, alors mettez un pouce bleu et abonnez-vous. La suite de cette histoire, la revanche qu'elle contient, est quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. Je suis resté figé sur le trottoir, la clé de la maison que je portais encore dans ma poche semblait me brûler la peau. Je pensais avoir touché le fond, mais je ne savais pas que la nuit ne faisait que commencer. Pour comprendre cette violence, cette absence totale de compassion, il faut remonter 6 ans en arrière. J'avais 19 ans, j'étais une jeune étudiante pleine de rêves et d'angoisses, fraîchement débarquée de ma petite ville de Normandie pour affronter la jungle parisienne et les bancs prestigieux de la Sorbonne. C'est là,
au milieu de l'anonymat de la grande ville, que j'ai rencontré Bastien Blanchard. Il était en 2e année de droit, charismatique, brillant, et dégageait une assurance tranquille qui me fascinait. Par une cruelle ironie du sort, il était lui aussi originaire de Normandie. Mais nos mondes, bien que géographiquement proches, étaient à des années-lumière l'un de l'autre. J'étais la fille d'Hervé Lemoine, chef de service dans une entreprise régionale d'agroalimentaire. Il était le fils unique de Jean-Luc Blanchard, le grand et puissant PDG de cette même entreprise. Notre amour est né dans le silence feutré des bibliothèques universitaires, au détour d'un café près du Panthéon, nourri par des débats passionnés sur des arrêts de la Cour de cassation. C'était une évidence, une connexion intellectuelle et émotionnelle si forte qu'elle semblait prédestinée. Mais très vite, cette passion pure et simple a été entravée par le poids écrasant d'un secret. Nous avons pris la décision, ensemble, de ne rien dire à personne dans nos familles respectives. La raison était simple en surface, mais profondément complexe en réalité. Je connaissais mon père. Hervé Lemoine était un homme travailleur, mais il était rongé par une ambition frustrée et un complexe d'infériorité tenace envers son patron, cet homme qu'il admirait autant qu'il le craignait. Si j'avais révélé ma relation avec Bastien, 2 scénarios catastrophes se seraient présentés. Le premier, il m'aurait accusé de vouloir faire un beau mariage, de chercher à grimper l'échelle sociale par pur intérêt, projetant sur moi ses propres frustrations. Le second, et sans doute le pire, il aurait tenté d'utiliser ma relation comme un levier pour sa propre carrière. Je l'imaginais déjà, se transformant en un beau-père obséquieux et embarrassant, cherchant à obtenir des faveurs, me mettant dans une position impossible. Cette idée me révulsait. Mais au-delà de la peur de la réaction de mon père, il y avait une raison plus profonde, plus personnelle, que j'osais à peine m'avouer. Au fond de moi, j'avais honte. Pas de Bastien, jamais. J'avais honte de moi, de mon milieu modeste. Je craignais le regard de sa famille, de ce monde de luxe, de pouvoir et de culture que je ne connaissais qu'à travers les magazines. Je ne voulais pas être la petite provinciale, la fille de l'employé qui avait réussi à séduire l'héritier. Alors, j'ai érigé des murs. Le secret est devenu mon armure, ma forteresse. Je voulais leur prouver, et surtout me prouver à moi-même, que je pouvais réussir par mes propres moyens. Je voulais obtenir mon diplôme avec mention, décrocher un poste prestigieux dans un grand cabinet d'avocats à la Défense, et seulement alors, une fois ma valeur professionnelle établie et incontestable, me présenter devant les Blanchard en tant qu'égale. En tant qu'Aveline, avocate, et non Aveline, la petite amie de leur fils. Bastien, avec une patience et une compréhension infinie, a respecté ma décision, même si ce secret nous pesait. Pendant 6 ans, nous avons mené une double vie épuisante. À Paris, nous étions un couple, construisant notre futur. En Normandie, lors des rares week-ends où nous rentrions séparément, nous étions 2 simples connaissances qui se croisaient par hasard. Ce mensonge permanent était un poison lent. Notre plan était simple, tout révéler après la cérémonie de remise de mon diplôme. Nous avions tout prévu. Mais la vie, elle, avait un tout autre plan pour nous. Ce secret était notre prison dorée. Nous avions un plan pour nous en échapper, mais le destin, sous la forme de 2 lignes roses sur un test de grossesse, avait décidé de faire exploser les murs à sa façon. Quelques jours seulement avant mon retour fatidique en Normandie, alors que je finalisais mes cartons dans mon petit studio parisien, mon téléphone a sonné. C'était ma tante Gisèle, la sœur cadette de ma mère. Gisèle avait toujours eu cette façon de vous enrober de mots sucrés pour mieux distiller son venin. Sa jalousie envers la réussite de ma mère, un mariage stable, un mari avec un bon poste, une fille à la Sorbonne était un secret de polichinelle dans la famille. Elle m'a félicité pour mon diplôme avec une effusion qui sonnait aussi faux qu'une pièce de 3 €. Puis, après les banalités d'usage, la conversation a insidieusement glissé sur un terrain plus personnel, un véritable champ de mine. Alors, ma chérie, maintenant que tu es une grande avocate, tu vas enfin avoir le temps de te poser. Tu vas bientôt nous présenter un jeune homme charmant, j'espère, a-t-elle demandé, sa voix mielleuse chargée d'une curiosité malsaine. J'ai senti le piège se refermer. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Oh, tu sais, Tati, je me concentre sur le concours du barreau et ma carrière pour l'instant, ai-je répondu aussi vaguement que possible. Oh, tu as bien raison. Surtout à Paris.
C'est une ville pleine de tentations, n'est-ce pas? On entend de ces histoires? Il faut faire très attention. Les hommes de la capitale, tu sais, ils ne sont pas toujours sérieux. Et puis, un homme bien, un homme avec une situation, il cherche une fille respectable, une fille sans histoire. Chaque mot était choisi avec un soin diabolique, chaque insinuation était une petite pique empoisonnée. Elle ne savait rien de ma grossesse, bien sûr, mais son instinct de vipère lui disait qu'il y avait quelque chose. Elle cherchait la faille, la petite fissure dans mon armure. J'ai essayé de couper court à la conversation, prétextant avoir beaucoup à faire, mais elle a continué, imperturbable, savourant son petit jeu de pouvoir. Ta mère s'inquiète beaucoup pour toi, tu sais. Elle a si peur que tu fasses une bêtise. Ce serait tellement terrible pour la réputation de ton père. Son patron, Monsieur Blanchard, est un homme tellement à cheval sur les principes. Une famille si respectable, les Blanchard. Un scandale, même un tout petit, ça ferait vraiment mauvais genre. Tu imagines l'humiliation pour ton père? Là, j'ai compris. Ce n'était pas de la simple curiosité. C'était un avertissement déguisé, une menace voilée. Elle me rappelait à ma place, me mettait en garde contre les conséquences de tout écart de conduite, non pas pour moi, mais pour mon père. La culpabilité. C'était son arme favorite, et elle savait viser juste. J'ai raccroché, un mauvais pressentiment m'envahissant, une boule d'angoisse se formant dans mon estomac. Je ne savais pas encore à quel point j'avais raison. Immédiatement après notre appel, comme un serpent pressé de répandre son venin, tante Gisèle a téléphoné à ma mère. Et ce qu'elle lui a dit a préparé le terrain pour la catastrophe à venir. Elle a raconté que j'avais été évasive, secrète. Elle a ajouté, avec une fausse inquiétude qui devait suinter la perfidie, Martine, je la sens bizarre. Elle nous cache quelque chose, j'en mettrai ma main à couper. J'espère juste qu'elle ne s'est pas mise dans une situation compliquée. Tu imagines, si elle revenait avec un problème? Ça rejaillirait sur Hervé, sur sa carrière. Il faut être vigilant avec elle, très vigilant. Ces mots, plantés dans l'esprit déjà anxieux et obsédé par les apparences de ma mère, ont commencé à germer, à créer un récit paranoïaque. La peur du scandale, la peur pour la carrière de mon père. Tante Gisèle avait allumé la mèche. Mon arrivée, quelques jours plus tard, avec mon ventre arrondi, n'a été que l'étincelle qui a tout fait exploser. Je n'ai pas prêté attention à ces paroles à ce moment-là. Grosse erreur. Je ne savais pas que ces mots étaient des graines empoisonnées qui avaient déjà commencé à germer dans l'esprit de mes parents. Après que la porte de ma propre maison se soit refermée sur moi avec la finalité d'une pierre tombale, j'ai erré sans but dans les rues de ma ville natale. Ma vieille Clio, témoin silencieux de mes années d'étudiante, semblait être le seul refuge au monde, une coquille de métal et de plastique contre l'hostilité de la nuit. J'ai fini par me garer sur le parking désert et sinistre d'un supermarché Carrefour, sous la lumière blafarde et vacillante d'un lampadaire. Le silence à l'intérieur de la voiture était assourdissant, seulement brisé par mes propres sanglots, des vagues de chagrin qui secouaient tout mon corps. J'ai sorti mon téléphone, les doigts tremblants et gourds, et j'ai appelé le seul nom qui avait encore un sens, la seule bouée de sauvetage dans mon océan de désespoir, Bastien. Il a décroché à la première sonnerie, sa voix chaude et pleine d'attente. Mon amour? Alors, ce dîner? Comment ça s'est passé? Ils sont heureux? Je n'ai pas pu répondre. Un hoquet a secoué tout mon corps, m'empêchant de parler. Le contraste entre ces questions pleines d'espoir et ma réalité sordide était trop violent. Aveline? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. Parle-moi. Sa voix, habituellement si calme et posée, était maintenant chargée d'une panique grandissante qu'il ne pouvait dissimuler. Entre deux sanglots, j'ai réussi à articuler les mots, hachés et presque inintelligibles. Ils m'ont mise dehors, Bastien. Ils ont vu, et ils m'ont dit de dormir dans la rue. Un silence de mort à l'autre bout du fil. Un silence lourd de choc et d'incrédulité. Puis, j'ai entendu sa rage, contenue mais palpable, comme un grondement sourd. J'arrive. Je prends le premier train. Je m'en fiche de l'autre tien. J'arrive. Non, l'ai-je interrompu, essayant de rassembler les miettes de mon contrôle. Surtout pas. Tu as ton entretien final demain matin.
C'est l'aboutissement de tes études. Tu ne peux pas rater ça. Je vais bien. Je vais prendre une chambre d'hôtel. Un hôtel? Absolument pas, sa voix était ferme, sans appel. Tu ne passeras pas la nuit seule dans un hôtel miteux dans ton état. C'est hors de question. Attends. Ne bouge pas, laisse-moi réfléchir. Et il a raccroché. J'étais assise dans le noir, le téléphone posé sur mes genoux, me sentant plus seule que jamais. Que allait-il faire? Appeler mon père pour l'insulter? Cela ne ferait qu'envenimer les choses et confirmerait toutes leurs craintes. 10 minutes se sont écoulées, les plus longues et les plus angoissantes de ma vie. Puis mon téléphone a vibré. Un numéro que je ne connaissais pas s'affichait à l'écran. J'ai hésité, la peur au ventre, puis j'ai décroché. Allô, ma voix était un filet rauque. Une voix d'homme, grave, posée et incroyablement autoritaire, a retenti. Une voix que je n'avais entendue que de très loin, lors des cérémonies de vœux de l'entreprise. La voix de Jean-Luc Blanchard. Aveline, Bastien m'a informé de la situation. Où êtes-vous exactement? Mon sang s'est glacé dans mes veines. Le PDG. Le grand patron de mon père. La panique pure a submergé le chagrin. Allait-il renvoyer mon père sur le champ? Était-ce une convocation pour un licenciement? Ma vie était déjà un chaos, et maintenant, j'avais l'impression d'avoir déclenché une catastrophe professionnelle pour ma famille. Monsieur Blanchard, je suis terriblement désolée de vous déranger. Ce n'est rien, vraiment, c'est un malentendu familial, je vais me débrouiller. Aveline, sa voix n'était ni chaleureuse, ni froide. Elle était factuelle, celle d'un homme habitué à prendre des décisions et à résoudre des problèmes complexes, sans place pour l'émotion. Ce n'était pas une question. Donnez-moi votre position. Intimidée par son ton sans réplique, j'ai balbutié le nom du supermarché et la ville. Bien. Ne bougez pas. J'envoie quelqu'un. Et il a raccroché, me laissant abasourdi. 20 minutes plus tard, une berline noire, silencieuse et luxueuse, s'est glissée sur le parking et s'est arrêtée à côté de ma vieille Clio. Un chauffeur en costume en est sorti. Il a pris ma valise sans un mot, avec une efficacité professionnelle. Alors que la voiture s'éloignait de ma ville natale, me plongeant dans un confort matériel qui contrastait violemment avec ma détresse intérieure, je ne savais pas si j'étais en train d'être sauvée, ou si je me dirigeais vers un autre type de jugement. Le trajet a duré près de 4 heures. 4 heures de silence quasi total, seulement troublé par le ronronnement discret du moteur. J'étais assise sur la banquette arrière en cuir souple, regardant les paysages de ma Normandie natale défiler et s'effacer dans la nuit, pour laisser place aux contours plus doux et vallonnés de la vallée de la Loire. Chaque kilomètre m'éloignait de ma vie passée, de cette douleur cuisante, et me plongeait plus profondément dans un inconnu à la fois terrifiant et étrangement apaisant. Je me sentais comme une naufragée secourue par un navire dont elle ne connaissait ni le capitaine, ni la destination. Nous sommes finalement arrivés devant un portail en fer forgé monumental, flanqué de 2 piliers en pierre surmontés de lanternes. Le portail s'est ouvert sans un bruit sur une longue allée bordée d'arbres centenaires, dont les branches formaient une voûte au-dessus de nous. Au bout de cette allée, un manoir magnifique du XVIIIe siècle, illuminé avec goût, semblait tout droit sorti d'un conte de fées ou d'un film d'époque. C'était la résidence de campagne des Blanchard. Un monde à part. Le chauffeur s'est garé devant un perron majestueux. La porte en chêne massif s'est ouverte avant même que j'aie pu rassembler mes esprits. Jean-Luc Blanchard se tenait là, en personne, sur le seuil. Il était encore plus grand et impressionnant que dans mes souvenirs. Vêtu d'un simple pull en cachemire gris et d'un pantalon de flanelle sombre, il dégageait une autorité naturelle qui me glaçait d'effroi. J'ai eu l'impression d'être une employée convoquée pour un entretien d'embauche crucial, pas la petite amie enceinte de son fils. Son regard de dirigeant, habitué à sonder les âmes et à déceler les failles, m'a examiné de haut en bas. C'était le regard d'un PDG évaluant un investissement à risque, pesant le pour et le contre. Puis, son expression s'est imperceptiblement adoucie. Il m'a fait signe d'entrer. Entrez, Aveline. Vous devez être épuisée. Je l'ai suivi dans un hall d'entrée dont la superficie dépassait celle de l'appartement entier de mes parents. Un lustre en cristal monumental pendait du haut plafond,
projetant des éclats de lumière sur le sol en marbre. Au lieu de me conduire dans les grands salons de réception, il m'a guidé vers une pièce plus petite, plus intime, une bibliothèque lambrissée où un feu crépitait joyeusement dans une cheminée en pierre. L'odeur du bois ciré et des vieux livres flottait dans l'air. Il m'a indiqué un profond fauteuil en cuir près du feu et s'est assis en face de moi. « Maria va vous monter du thé et quelque chose à manger », a-t-il dit. Puis, il m'a regardé droit dans les yeux, son regard intense ne me lâchant pas. « Maintenant, Aveline, racontez-moi tout. Depuis le début. Et je vous demande une seule chose, l'honnêteté la plus totale. » Alors, j'ai parlé. Poussé par son calme autoritaire, j'ai tout raconté. Notre rencontre à la Sorbonne, la naissance de notre amour, notre décision de garder le secret. J'ai avoué ma propre part de responsabilité, ma peur, mon insécurité, ma honte de mon milieu social. J'ai parlé de la grossesse, de notre plan avorté de tout révéler, de l'appel de ma tante, et enfin, de la scène horrible du dîner, des mots exacts de mon père et de ma mère. Je parlais sans m'arrêter, vidant mon sac de ces 6 dernières années de mensonges et de ces dernières heures de douleur, les larmes coulant sans que je m'en rende même compte. Il a écouté sans m'interrompre une seule fois, son visage toujours aussi neutre, ses mains jointes devant lui. J'avais l'impression de plaider ma cause devant le juge le plus sévère et le plus juste du monde. Quand j'ai fini, épuisé, un long silence s'est installé dans la pièce, seulement troublé par le crépitement du feu. Je redoutais son verdict. Allait-il me juger, me trouver faible, ou pire, opportuniste? Il s'est penché en avant, a posé ses coudes sur ses genoux et m'a regardé avec une intensité nouvelle. La façade du PDG s'était fissurée, laissant entrevoir l'homme, le père. Il a soupiré, un soupir qui semblait venir de loin. « Mon fils a bon goût », a-t-il dit doucement, et ces quelques mots, simples et inattendus, ont suffi à briser la dernière digue de mes émotions. Il ne m'a jamais parlé de vous en détail, mais je savais qu'il y avait quelqu'un d'important. Je ne savais pas que vous portiez un tel fardeau. Il a fait une pause, son regard se faisant plus doux. Vous êtes une femme forte, Aveline. Courageuse et intelligente. Votre père est un imbécile. Et ce soir, cette maison est la vôtre. Ici, vous êtes chez vous. Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois depuis des jours. Mais le lendemain matin, un appel de ma sœur Coralie allait me réveiller avec une vérité encore plus laide que ce que j'avais imaginé. Le soleil filtrait doucement à travers les lourds rideaux de soie de ma chambre somptueuse quand mon téléphone, posé sur la table de chevet en marqueterie, a vibré. C'était ma sœur, Coralie. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis mon départ précipité, et mon cœur s'est serré en voyant son nom s'afficher. J'ai répondu, la gorge nouée d'appréhension. Aveline? C'est toi? Sa voix était un mélange de panique et d'accusation. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tout le monde ne parle que de ça. L'injustice de sa question m'a frappé de plein fouet. Qu'est-ce que j'ai fait? Coralie, ce sont eux qui m'ont mise à la porte. Tu étais là, tu as tout vu. Non, ce n'est pas ce que maman raconte. Ce n'est pas du tout ça, a-t-elle crié, sa voix brisée par des sanglots. Elle dit à tout le monde que tu as été renvoyée de la Sorbonne il y a des mois. Que tu as menti sur ton diplôme. Que tu es tombée enceinte d'un inconnu qui t'a laissé tomber et que maintenant, désespéré, tu essaies de piéger le fils du patron de papa pour lui soutirer de l'argent. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Le monde a basculé. C'était donc ça. Ce n'était pas seulement ma grossesse qui les avait horrifiés. C'était une histoire entièrement fabriquée, un scénario sordide, calomnieux, conçu pour me détruire complètement. Et j'ai su immédiatement, avec une certitude glaciale, d'où ce poison venait. C'est tante Gisèle, n'est-ce pas? C'est elle qui a inventé ça, ai-je dit, ma voix un murmure blanc, dépourvu de toute émotion. Coralie a reniflé bruyamment. Oui. Elle a appelé maman juste après ton départ. Elle a dit qu'elle avait entendu sa part des parents éloignés, à Paris. Et maman et papa, ils l'ont cru. Ils sont dévastés, ils sont tellement humiliés. Ils ont raconté cette version à toute la famille, aux voisins, pour se justifier, je crois. Pour ne pas passer pour des monstres. La nausée m'a envahi, une vague amère et acide. Ce n'était pas juste un rejet. C'était une campagne de diffamation.
Une exécution publique. Ils n'avaient pas seulement détruit ma place dans la famille, ils essayaient activement de détruire ma réputation, ma crédibilité, mon être tout entier. Ils avaient choisi de croire un mensonge grotesque et invraisemblable plutôt que de me poser une seule question. Pourquoi? Parce que ce mensonge, aussi horrible soit-il, était plus facile à accepter pour eux que la simple vérité. Il leur donnait un rôle, celui des pauvres parents victimes d'une fille indigne et manipulatrice, plutôt que celui des bourreaux qui avaient chassé leur propre fille enceinte dans la nuit. Maintenant, je me tourne vers vous. À votre avis, qu'auriez-vous fait à ma place en entendant une telle calomnie? Auriez-vous essayé de les confronter au téléphone pour crier votre innocence? Auriez-vous tout laissé tomber, en vous disant qu'ils ne méritaient plus votre énergie? Ou auriez-vous commencé à préparer votre vengeance? Dites-moi dans les commentaires comment vous auriez réagi face à une trahison aussi abjecte. Votre opinion m'intéresse vraiment, car à ce moment-là, j'étais complètement perdue. J'ai raccroché, tremblante non plus de chagrin, mais d'une rage froide et pure. La tristesse avait laissé place à une fureur glaciale. Ils n'avaient pas seulement fermé leurs portes, ils avaient essayé de brûler ma vie entière jusqu'aux fondations. À cet instant, j'ai su que je ne pouvais plus fuir. Je devais me battre. Pour moi, pour mon enfant, et pour la vérité. J'étais encore assise sur le bord du lit, le téléphone serré dans ma main, le corps tremblant sous le choc de la révélation de ma sœur, quand on a frappé doucement à ma porte. Une femme élégante, la soixantaine, avec des yeux bleus vifs pétillants d'intelligence et un sourire chaleureux, est entrée. C'était Hélène Blanchard, la mère de Bastien. Elle venait d'arriver de Paris, alertée par son mari et son fils. Elle a dû voir la détresse absolue sur mon visage, car son sourire s'est effacé pour laisser place à une tendre inquiétude. Sans un mot, elle a traversé la pièce, s'est assise à côté de moi sur le lit et m'a prise dans ses bras. C'était une étreinte douce, mais ferme. Une étreinte de mère, protectrice et inconditionnelle. Le genre d'étreinte que je n'avais jamais reçue de ma propre mère. Sous le flot de cette compassion inattendue, j'ai craqué. Les larmes que j'avais retenues, transformées en rage, ont recommencé à couler. Je lui ai raconté le dernier coup de poignard, le mensonge de ma tante, la calomnie que mes parents propageaient. En m'écoutant, la colère a durci les traits de son visage habituellement si doux. Ces gens ne méritent pas d'être appelés tes parents, a-t-elle dit avec une fermeté qui contrastait avec sa douceur initiale. Mais nous n'allons pas leur donner le pouvoir de te détruire. Écoute-moi bien, Aveline. Elle a changé de sujet avec une habileté et une sagesse déconcertantes. Maintenant, assez parlé d'eux. Ils ne méritent pas une seconde de plus de ton énergie. Parlons de ce qui est important, toi, et ce bébé. Tu as besoin de vêtements confortables, de vitamines, et surtout, de te sentir belle et choyée. On va aller faire du shopping. J'ai protesté, gênée, ne voulant pas abuser de leur générosité. Elle m'a fait taire d'un geste de la main. Tu es la mère de mon petit-fils ou de ma petite-fille. Tu fais partie de la famille. La discussion est close. Cet après-midi-là, Hélène ne m'a pas seulement emmenée faire les boutiques dans les jolies rues de Tours. Elle m'a offert une leçon de maternité et de sororité. Dans les magasins, elle ne choisissait pas seulement des robes amples et des pantalons de grossesse. Elle me parlait de ses propres grossesses, des joies immenses et des angoisses irrationnelles. Elle a dédramatisé mes peurs, validé mes émotions, m'a fait rire en racontant des anecdotes sur Bastien bébé. Dans un salon de thé, alors que nous dégustions des pâtisseries, elle a pris ma main par-dessus la table. Aveline, être mère, c'est le rôle le plus difficile et le plus merveilleux du monde. C'est un voyage terrifiant et magnifique, et tu as le droit de le vivre pleinement. Ne laisse personne, et surtout pas ceux qui t'ont fait du mal, te voler cette joie. Ce bébé qui grandit en toi est une bénédiction, pas une honte. N'oublie jamais ça. Ces mots étaient un baume sur mes plaies béantes. Pour la première fois depuis que j'avais vu ces 2 lignes roses sur le test, quelqu'un me parlait de ma grossesse comme d'un événement heureux, d'une promesse de vie. Elle m'a fait sentir normale. Mieux, elle m'a fait sentir spéciale, forte, capable. Elle était la mère que j'aurais tant aimé avoir, une femme forte, bienveillante, à l'écoute et farouchement protectrice. Alors que nous rentrions au manoir, les bras chargés de sacs, Bastien est arrivé. Il avait sauté dans sa voiture dès la fin de son entretien,
sans même attendre le résultat. En le voyant, en sentant ses bras puissants et rassurants autour de moi, j'ai su que j'avais tout ce dont j'avais besoin pour affronter la suite. J'avais trouvé ma famille. Mais Jean-Luc, lui, avait une autre idée en tête. Ce n'était pas seulement une question de soutien. C'était devenu une question de justice. Et l'heure de la justice approchait. Ce soir-là, l'ambiance au dîner était radicalement différente. La tristesse et le choc de la veille avaient été remplacés par une tension palpable, une sorte de calme stratégique avant la bataille. Nous étions 4 autour de la table, Jean-Luc, Hélène, Bastien et moi. Nous formions un conseil de guerre. Après le repas, Jean-Luc nous a réunis dans la bibliothèque, la pièce qui semblait être son quartier général. Il s'est servi un verre de cognac, l'a fait tourner lentement dans sa main en cristal, observant les reflets ambrés à la lueur du feu. Cette mascarade a assez duré, a-t-il dit, sa voix grave résonnant contre les murs chargés de livres. Le mensonge et la calomnie sont les armes des lâches. Et dans cette maison, nous ne sommes pas des lâches. Nous ne nous cachons pas. Nous faisons face. Il a fait une pause, son regard d'acier se posant sur moi. J'ai pris la liberté d'inviter tes parents et ta tante à dîner ici, samedi soir. Je leur ai dit que nous devions avoir une discussion constructive sur la situation, pour le bien de tous. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. L'idée de les revoir, de les affronter dans cette maison qui n'était pas la mienne, me terrifiait. La bile de l'angoisse est remontée dans ma gorge. Bastien a dû sentir ma peur, car il a immédiatement pris ma main, ses doigts serrant les miens. Papa, tu es sûr que c'est une bonne idée? Aveline a besoin de calme, de tranquillité. Les confronter maintenant. Elle a besoin de justice, a rétorqué Jean-Luc, son ton ne laissant place à aucune discussion. Son regard ne me quittait pas, elle a besoin de laver son nom. Pas seulement pour elle, mais pour l'enfant qu'elle porte. Ils doivent entendre la vérité, non pas de ta bouche ou de la mienne, car ils nous accuseraient de partialité. Ils doivent être confrontés à des faits. Des faits incontestables. Il s'est tourné entièrement vers moi. C'est ta décision, Aveline. C'est ton combat. Mais si tu acceptes de le mener, je te promets que tu ne seras pas seul. Nous serons ton armée. Je l'ai regardé. J'ai regardé Hélène, qui me souriait avec un encouragement farouche. J'ai regardé Bastien, dont les yeux me disaient qu'il me soutiendrait quoi que je décide. Et j'ai compris qu'il avait raison. Fuir ne résoudrait rien. Leurs mensonges continueraient de me hanter, de me définir aux yeux des autres si je ne faisais rien. D'accord, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Faisons-le. Les 2 jours qui ont suivi ont été étranges. Une sorte de sursis angoissant. Jean-Luc passait beaucoup de temps dans son bureau, passant des appels brefs et discrets dans un langage codé d'homme d'affaires. Il ne nous a rien dit de ses plans, nous demandant simplement de lui faire confiance. Une partie de moi était morte d'angoisse à l'idée de la soirée à venir, mais une autre, plus grande, ressentait une force nouvelle, une détermination froide. C'était la force de ne plus être seul, d'avoir des alliés puissants et intelligents prêts à se battre pour moi. Je sais que l'attente est insoutenable. Accrochez-vous, car le dîner qui va suivre est digne d'un film à suspense. Chaque mot, chaque regard, chaque silence va compter. Le soir du dîner, la grande table de la salle à manger était dressée pour cette personne. L'argenterie brillait, les verres en cristal scintillaient sous la lumière du lustre. On aurait dit le décor d'une pièce de théâtre tragique. Quand la sonnette a retenti, faisant écho dans le grand hall, mon cœur a manqué un battement. Le rideau allait se lever. Ils sont entrés dans le hall, et j'ai pu observer leur réaction depuis le haut de l'escalier où j'attendais avec Hélène. J'ai vu la stupeur et l'envie sur leur visage. Mon père, Hervé, regardait les hauts plafonds, les tableaux de maître et les tapis d'Orient avec un mélange de ressentiment et d'admiration craintive. C'était le monde de son patron, un monde auquel il n'appartiendrait jamais. Ma mère, Martine, serrait son sac à main comme une bouée de sauvetage, visiblement intimidée et écrasée par le luxe ambiant. Et ma tante, Gisèle, arborait un sourire pincé, essayant de masquer sa nervosité par un air de supériorité critique, comme si elle était venue inspecter les lieux. Jean-Luc les a accueillis avec une courtoisie glaciale, un masque de parfaite civilité qui ne laissait rien transparaître de ses intentions. Il les a conduits jusqu'à la salle à manger.
Bastien et moi sommes descendus pour les rejoindre. En me voyant, vêtue d'une jolie robe de grossesse offerte par Hélène, mon père a eu un mouvement de recul. Ma mère a détourné le regard. Seule ma tante m'a dévisagé avec une curiosité malsaine. Nous nous sommes assis. Je me suis retrouvée prise en sandwich entre Bastien et Hélène, un rempart de soutien face à eux, assis de l'autre côté de la table. Jean-Luc, en bout de table, présidait la scène tel un juge suprême. Le début du repas fut d'un silence pesant, seulement rompu par le cliquetis des couverts sur la porcelaine. C'était une torture. Finalement, mon père, se sentant obligé de parler, a tenté de briser la glace. Aveline, nous sommes vraiment désolés de la façon dont les choses se sont passées l'autre soir. Nous étions sous le choc. C'était inattendu. Le choc, ai-je répété, ma voix sonnant étrangement calme, presque clinique. Ou le soulagement de trouver enfin une excuse pour me condamner, après toutes ces années où ma réussite vous a mis mal à l'aise? Il est devenu blême, incapable de répondre. Avant qu'il ne puisse bafouiller une excuse, Jean-Luc a délicatement posé ses couverts de part et d'autre de son assiette. Le geste était si précis, si délibéré, que tous les regards se sont tournés vers lui. Il a essuyé ses lèvres avec sa serviette en lin, puis a fixé ma tante Gisèle, qui a sursauté. « Madame » a-t-il commencé, son ton poli rendant ses paroles encore plus menaçantes. « Bastien m'a informé que vous aviez des « amis » très bien renseignés sur la vie parisienne. J'en suis ravi. Mon service juridique est toujours à la recherche de sources fiables et de témoins crédibles. Pourriez-vous me donner leur nom ? Nous serions très intéressés de les contacter pour vérifier certaines informations. » Le visage de ma tante est devenu cireux. Elle a bafouillé, cherchant désespérément une issue. « Oh, vous savez, ce sont des connaissances vagues, des on-dit, des ragots, rien de sérieux. » « Des ragots » a repris Jean-Luc, un sourcil arqué dans une expression de fausse surprise. « C'est fâcheux. Car voyez-vous, madame, dans mon monde, comme dans celui de la justice, nous ne nous basons pas sur des ragots. Nous nous basons sur des faits. » Il a sorti une tablette de la mallette en cuir posée à côté de sa chaise. Il a tapoté l'écran avec une précision chirurgicale. Votre nièce, selon vos sources, aurait été renvoyée de l'université. C'est une accusation très grave qui pourrait s'apparenter à de la diffamation. J'ai donc pris la liberté de contacter le doyen de la faculté de droit de la Sorbonne ce matin. C'est un vieil ami de la famille. Nous avons eu une conversation vidéo très intéressante sur l'une de ses étudiantes les plus brillantes de ces dernières années. Il a tourné la tablette vers eux. Sur l'écran, le visage distingué et sévère d'un homme en toge académique est apparu. C'était bien le doyen. Jean-Luc a lancé la lecture. La voix du doyen, claire et autoritaire, a rempli la salle à manger silencieuse, louant mes résultats académiques, mon mémoire de fin d'études cité en exemple, et confirmant que plusieurs grands cabinets parisiens m'avaient fait des offres d'emploi fermes. Il a terminé en disant « Aveline Lemoine est une fierté pour notre université. » Toute allégation contraire est non seulement fausse, mais profondément insultante pour son travail et notre institution. Elle a un avenir exceptionnel devant elle. Quand la vidéo s'est terminée, le silence était total. On aurait pu entendre une mouche voler. Le visage de ma tante est passé par toutes les couleurs de la honte et de la peur. Mes parents me regardaient, les yeux écarquillés d'horreur, comprenant enfin l'ampleur de leur erreur, la profondeur du mensonge qu'ils avaient si avidement gobé et propagé. Mais la pièce maîtresse du plan de Jean-Luc, le coup qui allait les achever, n'avait pas encore été révélé. Le visage décomposé de ma tante était une petite victoire, une satisfaction amère mais réelle. Mais je savais que ce n'était pas suffisant. Pour mes parents, l'humiliation de s'être fait berner était une chose, mais le cœur de leur condamnation à mon égard était ailleurs. Il ne s'agissait pas seulement d'un mensonge sur ma carrière, mais d'une supposée trahison morale. L'idée que j'ai pu, par calcul et par vice, piéger le fils du patron, était l'élément qui avait justifié à leurs yeux leur cruauté. Jean-Luc, en maître stratège, a laissé le silence s'installer, s'épaissir, jusqu'à devenir insoutenable. Il voulait qu'ils marinent dans leur honte, qu'ils mesurent l'étendue de leur crédulité. Puis, il a repris, sa voix toujours aussi calme, mais portant une menace sous-jacente qui donnait la chair de poule. Et maintenant, si vous le voulez bien, passons à l'accusation la plus grave.
La plus odieuse. Celle selon laquelle Aveline aurait piégé mon fils dans le but de lui soutirer de l'argent. Il a de nouveau tapoté sur sa tablette. Son visage était un masque d'impassibilité, mais je pouvais voir une lueur de fureur contenue dans ses yeux. Bastien, dans sa prévoyance et son romantisme, a tenu à garder un souvenir d'un moment particulièrement important de sa vie avec Aveline. Il a tourné l'écran vers mes parents, qui le regardaient comme des condamnés regardent leur bourreau. Une nouvelle vidéo s'est lancée. Ce n'était pas une conversation formelle. C'était une image un peu tremblante, visiblement prise discrètement avec un téléphone. Je me suis reconnue, 6 mois plus tôt. Nous étions dans le hall d'un petit hôtel de charme à Honfleur, où nous passions un week-end pour fêter l'anniversaire de notre rencontre. J'étais en train de rire, le visage illuminé par le bonheur simple d'être là avec lui. Et puis, Bastien est entré dans le champ de la caméra. Il s'est approché de moi, a pris mes mains, m'a dit quelque chose que je ne pouvais pas entendre, puis, sous mon regard stupéfait, il a mis un genou à terre. Il a sorti une petite boîte en velours de la poche de sa veste. La vidéo n'avait pas de son, mais l'image était universelle, iconique. C'était sa demande en mariage. On me voyait porter les mains à ma bouche, complètement bouleversée, puis hocher la tête frénétiquement, les larmes de joie coulant sur mes joues, avant de sauter dans ses bras. J'avais complètement oublié que son meilleur ami, qui était notre complice pour la surprise du week-end, avait filmé toute la scène de loin, caché derrière une colonne. Jean-Luc a arrêté la vidéo, laissant l'image finale figée à l'écran, celle de notre étreinte, le bonheur pur et simple se lisant sur nos deux visages. Comme vous pouvez le constater, a dit Jean-Luc, sa voix douce comme de l'acier, presque un murmure, ce qui la rendait encore plus terrifiante. La seule personne qui a piégé quelqu'un ici, c'est mon fils. Il a patiemment et amoureusement piégé le cœur d'Aveline. Il l'a demandé en mariage bien avant qu'il soit question d'un enfant. Et vous, son regard s'est durci comme du granit en se posant sur mes parents, vous avez tout détruit. Vous avez accusé votre propre fille des pires mots, vous avez tenté de salir son honneur et de la jeter à la rue, tout ça à cause des ragots malveillants d'une femme dont la jalousie a consumé l'âme. Le silence était total. Absolu. Il n'y avait plus rien à dire. Il n'y avait plus de place pour le doute, plus d'échappatoire possible. Ma tante était anéantie, regardant son assiette comme si elle pouvait y creuser un trou pour disparaître. Mes parents étaient brisés, leur visage ravagé par la honte et la réalisation soudaine de leur monstrueuse erreur. C'était mon tour de parler. C'était mon tour de prononcer la sentence finale. Je me suis levée lentement, le silence de la pièce tournant autour de moi. Ma main s'est posée instinctivement sur mon ventre, un geste à la fois protecteur et symbolique. Je n'étais plus seule. Je puisais ma force dans cette nouvelle vie qui grandissait en moi. Tous les regards étaient sur moi, mais pour la première fois, je ne ressentais plus leur poids. La peur avait disparu, remplacée par une clarté froide et tranchante, la clarté de ceux qui n'ont plus rien à perdre. J'aurais pu pardonner le choc, ai-je commencé, ma voix étonnamment stable, portant dans toute la salle à manger. J'aurais pu pardonner votre peur panique du scandale, votre honte. C'est pathétique, mais je peux le comprendre. C'est ce que vous avez toujours été, des esclaves du regard des autres. J'ai regardé mon père, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. J'ai regardé ma mère, qui pleurait silencieusement, des larmes de honte et non de remords. Mais ce que je ne peux pas, et ce que je ne vous pardonnerai jamais, ai-je continué, ma voix prenant de l'ampleur, c'est que vous n'ayez pas cru en moi. Pas une seconde. Vous m'avez élevé pendant 25 ans. Vous m'avez vu travailler sans relâche, étudier jusqu'à l'épuisement, réussir chaque étape de ma vie. Et pourtant, au premier obstacle, à la première rumeur infâme, vous avez choisi de croire le pire. Vous avez choisi d'écouter les mensonges d'une personne extérieure, dont vous connaissez la malveillance, plutôt que de faire confiance à votre propre fille. Je me suis tournée vers ma tante. Et toi, Tati? J'espère que ta jalousie te tiendra chaud la nuit. Tu as réussi. Tu as brisé notre famille. Profites-en bien. Puis, je suis revenue à mes parents. Vous ne m'avez pas seulement mise à la porte. Vous m'avez effacée. Vous avez nié tout ce que je suis, tout ce que j'ai accompli. Vous m'avez jugé et condamné sans procès, sur la base de fausses preuves. C'est une ironie cruelle, n'est-ce pas?
pour la fille d'un avocat en devenir. J'ai fait une pause, les laissant absorber le poids de mes mots, le poids de leurs fautes. Alors aujourd'hui, c'est moi qui vous efface de ma vie. Vous vouliez une fille parfaite, un trophée à exhiber pour satisfaire votre vanité. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez pas de fille. Et vous ne serez pas les grands-parents de mon enfant. Vous ne le connaîtrez jamais. Vous ne ferez pas partie de sa vie. Notre relation, ce lien que vous avez piétiné et brisé sans la moindre hésitation, s'arrête ici. Ce soir. Mon père a ouvert la bouche pour protester, un misérable, Aveline, s'il te plaît. S'échappant de ses lèvres. Mais un regard de Jean-Luc l'a fait taire net. Le PDG s'est alors tourné vers lui, reprenant son ton purement professionnel, ce qui rendait sa décision encore plus impersonnelle et brutale. Hervé, a-t-il dit. Concernant votre emploi. Vous êtes un employé compétent et nous n'avons rien à vous reprocher sur le plan professionnel. Votre poste n'est donc pas menacé par cette affaire personnelle. Cependant, il a marqué une pause, je ne peux tolérer une telle source de négativité et de drame à proximité de ma famille. Lundi, le service des ressources humaines vous contactera pour discuter d'une mutation. Un poste équivalent, avec les mêmes avantages, dans notre filiale de Strasbourg. C'est une belle ville. Je vous conseille vivement de l'accepter. C'est une opportunité de prendre un nouveau départ. Loin d'ici. C'était un exil poli, mais un exil tout de même. Le coup de grâce. La punition ultime pour un homme dont toute la vie sociale tournait autour de cette petite ville. Ils sont partis comme des fantômes, sans un mot de plus, leur visage un masque de honte et de défaite. En les regardant s'éloigner dans l'allée sombre, je n'ai ressenti ni tristesse, ni colère. Seulement le vide. Un vide qui, je le savais, serait bientôt comblé. Quand la lourde porte d'entrée s'est refermée sur eux, emportant avec eux des années de faux-semblants et de déception, un silence différent s'est installé dans la pièce. Ce n'était plus un silence pesant et angoissant, mais un silence apaisé, presque sacré. Le silence qui suit la fin d'une longue et douloureuse bataille. Hélène a été la première à bouger. Elle s'est levée, a contourné la table et est venue me prendre dans ses bras, me berçant doucement comme on berce un enfant qui vient de se réveiller d'un cauchemar. Bastien s'est approché et a posé sa main sur la mienne, ses doigts entrelaçant avec les miens, un ancrage solide dans ma nouvelle réalité. Jean-Luc m'a regardé, et pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai vu un sourire franc et sans réserve illuminer son visage habituellement si sérieux. Il a posé une main lourde et réconfortante sur mon épaule. Maintenant, nous sommes une famille, a-t-il dit simplement. Ces quelques mots, prononcés avec une sincérité désarmante, avaient plus de poids que toutes les déclarations d'amour que j'aurais pu espérer. Et à cet instant, au milieu de cette salle à manger qui avait été le théâtre de ma vengeance et de ma libération, j'ai compris. J'avais passé toute ma vie à chercher l'approbation de mes parents, à essayer de correspondre à leur idéal étroit, à craindre leur jugement. J'avais construit ma vie autour de leur regard. Mais la vraie famille n'était pas là. La vraie famille, c'était ces 3 personnes autour de moi, qui ne partageaient pas mon sang, mais qui partageaient mes valeurs. La famille, ce n'est pas toujours une question de sang ou d'héritage. C'est une question de cœur, de choix et de loyauté. Ce sont les gens qui vous choisissent, qui vous accueillent quand vous êtes au plus bas, qui voient votre valeur même quand vous-même n'y croyez plus. Ce sont ceux qui se battent pour vous quand vous n'avez plus la force de le faire vous-même. La famille, c'est un port que l'on trouve après la tempête, un phare dans la nuit. Mes parents biologiques m'ont donné la vie, une vie qu'ils ont ensuite tenté de reprendre. Mais la famille Blanchard, ma famille de cœur, m'a appris à vivre. Ils m'ont appris que l'amour inconditionnel n'est pas un mythe fragile lu dans les livres, mais une force puissante et bien réelle. Ils m'ont montré que la dignité et le respect sont les fondations de toute relation saine. Ils m'ont donné un foyer, pas seulement un toit luxueux, mais un endroit où mon cœur pouvait enfin être en paix, où je pouvais être moi-même, sans armure et sans crainte. C'est la fin de mon histoire, mais peut-être le début de la vôtre, ou une résonance avec ce que vous avez vécu. La famille, ce n'est pas toujours le sang. Ce sont les gens qui se présentent quand tout le monde s'en va. Ce sont ceux qui voient la lumière en vous, même quand vous ne voyez que l'obscurité. Si vous aussi, vous avez trouvé votre famille de cœur, cette famille que vous avez choisie et qui vous a choisi en retour, racontez-moi votre histoire dans les commentaires.
Partageons nos expériences pour nous rappeler que même dans les moments les plus sombres, où l'on se sent abandonné de tous, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si cette histoire vous a touché, et de vous abonner pour plus de récits de vie, de résilience et d'espoir.